deux chiffres surgissent et bouleversent le récit attendu. L'alerte de Trump et le poids démesuré du marché pétrolier se heurtent, révélant une fracture que les discours officiels peinent à masquer. Alors que signifie cela pour vous quand Ibrahim Traoré intervient ainsi dans la tension régionale? Et la suite pourrait encore dérailler. Ce récit promet une chose simple, clarifier ce qui se joue réellement derrière une déclaration qui a traversé l'Atlantique et bouleversé Abuja en quelques heures. Au cœur de l'enjeu se trouve un bénéfice concret, une grille de lecture opérationnelle, 10 à 12 mots pour démêler coopération utile, dépendance coûteuse et souveraineté mise à l'épreuve. Mais la surface n'explique rien. Pour comprendre, il faut suivre les effets successifs. Comment une phrase américaine devient signal diplomatique, comment un signal devient pression stratégique, et comment cette pression redessine budget, alliance et marge de décision. Plus remarquable encore, l'épisode met en lumière une tension grandissante entre assistance sécuritaire et autonomie régionale, tension qui ne se résout ni par slogan ni par déclaration morale. L'enjeu pour le lecteur est immédiat. Saisir comment les prochains mois pourraient basculer selon trois axes: capacité militaire, stabilité interne et contrôle des ressources, car chacune de ces variables évolue déjà sans attendre les discours. Un détail glissé dans les débats nigérians sert de micro-hook: coopération ou capitulation. Cette interrogation structure désormais toute la scène politique. Un détail presque passé inaperçu éclaire pourtant l'ensemble. En moins d'une journée, la phrase de Trump a traversé les rédactions africaines et déclenché une cascade de réactions synchronisées. Et ce mouvement fulgurant prend tout son sens lorsqu'on observe un chiffre clé: plus de 200 millions d'habitants au Nigeria, exposés à chaque variation diplomatique comme à un basculement réel. Ce mini-reveal permet de remonter la chaîne causale. La déclaration américaine, formulée depuis un podium lointain, devient d'abord une onde médiatique. Elle traverse Lagos, Abuja, Maïdougouri, modifie les éditoriaux, fracture les plateaux télé, transforme un mot, vicieusement, en étincelle de débat. Ensuite, cette onde change de nature. Elle entre dans les bureaux ministériels, active les réseaux diplomatiques, attire les signaux de Paris, Washington, Moscou, Pékin. L'inertie disparaît, remplacée par une logique d'ajustement successif. C'est dans ce climat que se repositionne une figure centrale, Ibrahim Traoré, dont la voix venue du Sahel circule comme contrepoids narratif. Lorsqu'il insiste sur l'autonomie et la souveraineté, il ne répond pas directement aux États-Unis, mais il modifie la grille d'interprétation régionale. En filigrane, chaque État doit choisir entre collaboration encadrée ou émancipation risquée. Ce déplacement idéologique explique pourquoi les prises de parole venues de Ouagadougou résonnent jusque dans les campus nigérians. Pour comprendre l'arrière-plan, il faut rappeler l'architecture préexistante. Un Nigeria construit sur une économie pétrolière qui finance budget, devisés et infrastructures, une lutte prolongée contre Boko Haram et d'autres groupes armés, une dépendance technique envers les fournisseurs étrangers, et un Sahel en recomposition, où la rupture avec les dispositifs militaires extérieurs devient argument politique. Dans ce décor déjà tendu, chaque annonce venue de l'étranger agit comme un multiplicateur d'incertitudes. Ainsi se dessine le vrai contexte. Non pas un épisode isolé, mais l'enchaînement mécanique d'intérêts énergétiques, de vulnérabilités sécuritaires et de récits concurrents. La suite dépendra de l'équilibre entre ces trois forces: pression internationale, aspiration panafricaine et capacité locale à absorber le choc. Le récit gagne en netteté lorsqu'on suit deux trajectoires humaines qui rendent la scène lisible.
celle des décideurs confrontés au choc initial et celle des citoyens qui en ressentent les premières secousses. Tinubu, au centre du dispositif institutionnel, réunit son cabinet de sécurité dès la soirée suivante. Les conseillers discutent de la riposte, hésitent entre silence stratégique ou déclaration calibrée, évaluent les risques pour les partenaires étrangers et pour les régions déjà sensibles du Nord. À cette échelle, chaque mot devient signal et chaque signal exige un ajustement. Un premier microcas en révèle l'effet immédiat. Dans une rédaction de Lagos, un débat improvisé éclate autour d'un simple terme: coopération. Certains journalistes y voient une voie raisonnable face au groupe armé, d'autres redoutent qu'il s'agisse d'une réédition des précédents libyens ou irakiens. La fracture n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Comment protéger sans se lier davantage? Un second microcas apparaît à distance. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré prononce un discours dans un stade rempli, affirmant qu'aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger. Les images se diffusent rapidement, atteignant les campus nigérians où les étudiants les débattent comme un contre-récit. Ainsi, deux pôles émergent, prudence institutionnelle et souveraineté affirmée, et l'écart entre eux devient une tension structurante. Ces impacts précoces, souvent invisibles, dessinent déjà la situation à venir. Un terrain où la moindre déclaration accélère les choix et réduit les marges de manœuvre. Et la question devient urgente. Qui tient vraiment le rythme? Tout démarre par une phrase brutale, lancée depuis un podium américain et relayée en boucle, une menace d'intervenir vicieusement au Nigeria. Le déclencheur est immédiat. Les rédactions africaines s'embrasent. Les chaînes d'information réorganisent leurs programmes. Les conseillers d'Abuja interrompent leurs réunions. La déclaration n'est plus un simple propos outrancier, elle devient un point d'allumage. Elle oblige chaque acteur à se repositionner sous pression. Elle impose un tempo. L'effet se propage vite. Tinubu réunit en urgence son cabinet de sécurité. Les directeurs des agences renseignement présentent des scénarios contradictoires. Certains prônent une réponse publique rapide pour éviter l'escalade. D'autres veulent gagner du temps en laissant s'effacer la polémique. Les divergences s'expriment en termes de risques calculés. Les décisions s'allongent jusqu'à la nuit. Le communiqué publié quelques heures plus tard semble prudent. Il mentionne coopération, coordination régionale, lutte contre Boko Haram. Il n'apaise pourtant rien. En parallèle, les réseaux sociaux s'animent. Les mots changent de vitesse. Les vidéos circulent sans filtre. Le terme vicieusement devient viral. Il alimente des détournements, anime des débats religieux, structure des conversations politiques. Les pasteurs s'en emparent, les imams réagissent. Les éditorialistes rappellent la Libye et l'Irak. La rue commente en continu, le pays se polarise. Les lignes de fracture apparaissent sans attendre les diplomates. Puis intervient le premier tournant. Les ambassades occidentales renforcent la sécurité. Les diplomates américains rencontrent discrètement le ministère de la Défense nigérien. Paris envoie des émissaires. Moscou signale sa disponibilité. Pékin observe et reste silencieux. Le Nigeria devient un terrain où chaque puissance teste son influence. Les messages officiels se superposent. Les offres d'aide affluent, les conditions implicites aussi, les tensions montent. C'est alors qu'un contre-récit surgit. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré prend la parole devant un stade rempli. Il martèle qu'aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger. Les images traversent la région. Elles atteignent les campus nigérians. Elles inspirent de jeunes officiers. Elles nourrissent des discussions dans les casernes. Le contraste entre prudence institutionnelle et souveraineté affirmée devient évident. La scène politique nigériane se trouve prise entre deux pôles, compromis ou rupture.
Le climax arrive lorsque les réactions s'enchaînent trop vite pour être contrôlées. Le département d'État américain évoque la stabilité religieuse. Les médias français parlent du syndrome Traoré. Les marchés pétroliers réagissent instantanément. Le Naira chute brièvement. Des milices locales dans le nord se reforment, prêtes à intervenir sans attendre l'aide américaine. Les chaînes panafricaines diffusent les images de patrouilles improvisées. La rhétorique devient action. L'action devient tension. La tension devient structure. Les répliques apparaissent dans toute la région. Tinubu tente de reprendre la main. Il multiplie les entretiens télévisés. Il affirme que le Nigeria gardera sa voix. Ses propos sonnent néanmoins contraints. Les États voisins observent. Des ONG panafricaines réclament la fin des bases étrangères. Des coalitions civiles émergent au Sahel. Chaque pays teste le degré d'autonomie possible. Chaque capitale réévalue ses alliances. Ainsi se forme la ligne des événements. Une phrase, un choc, un emballement, puis une recomposition durable. Le paysage politique change avant même que les décisions officielles ne soient prises. Les acteurs avancent désormais dans un champ où chaque mot pèse, chaque geste compte, chaque silence est scruté. Le récit a basculé et personne ne contrôle vraiment le tempo. La dynamique apparaît clairement dès l'ouverture. La base est connue. 86 millions de dollars d'équipements américains fournis au Nigeria, mais la variation de 42% un an modifie l'équation, transformant une assistance en dépendance structurelle. Cette hausse n'est pas qu'un chiffre. Elle redéfinit les marges budgétaires, oriente la doctrine sécuritaire et impose une mécanique contractuelle dont Abuja ne maîtrise qu'une partie. La progression crée une symétrie dangereuse. Plus l'aide augmente, plus la capacité autonome recule, et chaque dollar investi par un partenaire étranger entraîne un cycle de maintenance que seul ce même partenaire peut fournir. Pour comprendre la portée de cette trajectoire, il faut examiner les liens invisibles qu'elle engendre. Chaque transfert d'équipement exige formation, pièces de rechange, chaîne logistique et supervision technique. Ces éléments s'ancrent dans le quotidien des forces armées et conditionnent progressivement leur manière de planifier les opérations. Le Nigeria ne dépend pas seulement de matériel, mais d'un écosystème technologique importé, difficile à dissocier de ses origines. La souveraineté se fragilise non par un acte unique, mais par un empilement de microdépendances. Le second indicateur, plus latent, révèle l'arrière-plan économique, une dette extérieure dépassant 45 milliards de dollars, dont une part significative est liée à la sécurité et à la stabilisation de régions critiques. Cette charge contraint la capacité d'investissement nationale. Elle oriente les budgets vers l'urgence plutôt que vers l'anticipation. Elle repousse des projets d'infrastructure et réduit l'agilité politique d'Abuja. Le lien entre cette dette et les choix sécuritaires est direct. Plus l'État sollicite des partenariats extérieurs pour des missions essentielles, plus sa marge de négociation s'amenuise. Le troisième chiffre éclaire la dimension régionale. 38% des importations d'armement en Afrique de l'Ouest proviennent encore des pays de l'OTAN, contre seulement 9% pour la Russie et 7% pour la Chine. Ce déséquilibre révèle une réalité persistante. La région reste dépendante de standards internationaux qui la rendent vulnérable aux fluctuations diplomatiques. Pourtant, un mouvement inverse lent mais mesurable se dessine dans le Sahel. Les acquisitions récentes du Burkina Faso, du Mali et du Niger proviennent de plus en plus d'acteurs africains ou asiatiques, signe d'une volonté de rompre partiellement avec les circuits traditionnels. Cette tendance ne constitue pas une révolution, mais un déplacement méthodique des fondations. Ces trois chiffres ne
ne raconte pas seulement des flux financiers, il signale un basculement dans la manière dont les États pensent la sécurité. Abuja navigue désormais entre rationalité budgétaire, pression extérieure et aspirations internes à l'autonomie. Certains conseillers privilégient la continuité des partenariats occidentaux pour garantir une stabilité immédiate. D'autres prônent un rééquilibrage progressif afin de réduire la dépendance stratégique. Entre ces deux pôles, la population perçoit déjà les conséquences: prix du carburant instable, patrouilles fluctuantes, politique de sécurité réactive plutôt que préventive. Ainsi se dessine la démonstration quantitative. Chaque augmentation de l'aide renforce une logique d'intégration involontaire aux circuits étrangers, tandis que chaque tentative de rupture exige un coût matériel et politique élevé. Le Nigeria avance sur un fil: maintenir la coopération pour ne pas fragiliser ses fronts internes, ou investir massivement dans une autonomie encore incertaine. L'équilibre reste précaire, mais la tendance, elle, est mesurable. La souveraineté, ici, se lit dans les marges et dans les chiffres. Deux raisonnements parfaitement cohérents s'affrontent désormais, chacun structuré, chacun solide de l'intérieur. Le premier, défendu par les partisans de Tinubu, repose sur une logique de responsabilité immédiate. Pour eux, l'alliance avec Washington n'est ni soumission ni aveu de faiblesse. Elle constitue un levier indispensable face à Boko Haram et aux groupes armés qui exploitent les zones frontalières. Dans cette lecture, la souveraineté ne consiste pas à refuser toute présence étrangère, mais à choisir les partenariats capables de sauver des vies à court terme. Le pragmatisme devient vertu et la coopération un outil de survie nationale. Le second raisonnement, formulé avec la même rigueur par les partisans de la rupture, souligne un coût moins visible mais plus profond. Ils affirment que chaque base étrangère, chaque prêt d'équipement, chaque protocole technique installe un précédent. À leurs yeux, dépendre d'un soutien extérieur pour le renseignement, le matériel et la maintenance revient à se priver d'un pilier essentiel: la capacité de décider sans contrepartie. Leur argument s'appuie sur l'histoire récente du continent. Aucune intervention occidentale n'a consolidé durablement les institutions africaines, et les coopérations présentées comme temporaires deviennent souvent des structures quasi permanentes. Entre ces deux pôles, une zone grise s'étend, celle des observateurs qui refusent le simplisme. Ils reconnaissent la validité partielle des deux raisonnements. La menace terroriste est réelle, mais la réponse sous tutelle comporte des risques structurels. La rupture totale serait coûteuse, la continuité totale serait dangereuse. Le dilemme n'est plus moral mais stratégique. Comment protéger sans se laisser enfermer? Comment se renforcer sans précipiter un isolement technologique? La réponse la plus étayée émerge alors comme une synthèse exigeante. Le Nigeria doit procéder par rééquilibrage progressif. Ni dépendance prolongée, ni rupture brutale. Cette voie médiane demande discipline budgétaire, renforcement des capacités internes et diversification des partenariats africains. Elle nécessite aussi une transparence accrue pour éviter que la coopération ne se transforme en mécanisme d'emprise. Cette approche hybride reconnaît le réel sans renoncer à l'autonomie. C'est la seule position capable de tenir dans la durée. L'équilibre bascule d'un coup. Ce moment marque la ligne médiane où les récits cessent d'être parallèles pour devenir concurrents. Ce que Trump a déclenché et ce que Tinubu tente de maîtriser s'entrechoquent désormais avec la montée d'un troisième acteur, la jeunesse africaine, dont les réactions ne suivent plus le tempo institutionnel. Les marchés de Lagos bruissent d'inquiétude, mais les rues d'Ouagadougou vibrent d'une autre énergie, portée par les discours d'Ibrahim Traoré, dont la stature symbolique redéfinit le cadre d'interprétation. Ce midpoint révèle surtout un renversement discret.
L'argument religieux, omniprésent au départ, s'efface progressivement au profit d'un vocabulaire centré sur l'autonomie, les ressources et le contrôle. Les penseurs du Sahel, les universitaires nigérians, les collectifs panafricains s'approprient ce changement sémantique. Il devient un indicateur mesurable du déplacement politique en cours. Tinubu, lui, ressent ce glissement. Chaque prise de parole semble ajustée à une opinion publique qui change plus vite que les communiqués. À partir de cet instant, rien ne peut revenir à l'état initial. L'enjeu ne porte plus sur qui protège, mais sur qui décide. Et c'est cette question qui redessine désormais les lignes. Les effets du choc diplomatique se lisent désormais dans 4 domaines précis, chacun révélant une transformation silencieuse mais cumulative. Pour l'État nigérian, la tension entre coopération sécuritaire et autonomie s'est matérialisée dans la gestion quotidienne du pouvoir. Le cabinet de Tinubu doit jongler entre la pression américaine, les exigences budgétaires, la défiance interne et la nécessité de maintenir la stabilité régionale. Les services de renseignement réclament davantage de moyens, mais chaque partenariat extérieur renforce l'impression d'un pays sous tutelle partielle. La communication officielle devient plus prudente, plus millimétrée, signe que tout excès de langage pourrait déclencher un nouvel épisode de turbulence diplomatique. L'économie locale encaisse aussi les répliques. Les investisseurs internationaux ralentissent leurs engagements, le temps de mesurer les risques liés à l'escalade verbale. Dans les ports, les délais d'approvisionnement s'allongent légèrement, résultat de précautions accrues prises par les transporteurs. Les marchés de Lagos observent des fluctuations liées au prix du baril, car chaque variation de rhétorique influence les anticipations énergétiques. À l'inverse, les transferts régionaux et les échanges intra-africains progressent. Ghana, Côte d'Ivoire et Togo augmentent leurs flux commerciaux avec le Nigeria, cherchant à éviter les incertitudes géopolitiques qui frappent les corridors internationaux. Ce mouvement, encore subtil, marque le retour d'une logique économique continentalisée. La jeunesse, étudiants, travailleurs précaires, diplômés en quête d'emploi, réagit différemment. Elle lit les signes avec une rapidité qui échappe aux structures traditionnelles. Les discours d'Ibrahim Traoré, notamment ceux affirmant qu'aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger, circulent massivement sur les réseaux nigérians. Ils deviennent des éléments de discussion dans les dortoirs universitaires, les cafés, les groupes de messages cryptés. Cette génération ne voit plus la souveraineté comme un concept théorique, mais comme un critère concret. Stabilité, pouvoir d'achat, sécurité quotidienne. Les hashtags se transforment en micro-manifestes politiques. Ce changement culturel influe sur les partis, les médias et les ONG. L'espace public s'élargit, mais la critique devient plus tranchée. Le Sahel constitue le dernier cercle d'impact. Là où le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont choisi une rupture plus audacieuse avec les dispositifs militaires extérieurs, le Nigeria observe et hésite. Les capitales sahéliennes étudient chaque geste d'Abuja. Elles y voient une possible bascule, un Nigeria qui se tournerait franchement vers un partenariat intra-africain pourrait redessiner l'équilibre régional. Les diplomates occidentaux parlent déjà d'un effet Traoré, expression révélant une inquiétude diffuse face à une autonomisation progressive de la zone. En parallèle, des coopérations civiles naissent. ONG panafricaines, collectifs universitaires, réseaux de sécurité communautaire. Le continent explore d'autres formes d'articulation moins dépendantes des acteurs extérieurs. Ces conséquences, bien que dispersées, convergent vers une même réalité. Le choc initial a ouvert une période de recomposition où chaque décision nigériane peut influencer l'ensemble du Sahel. La question est simple. Le Nigeria avancera-t-il vers la prudence calculée ou vers la réécriture de ses alliances?
Le prochain cycle politique du Nigeria se découpe désormais en trois scénarios distincts, chacun plausible, chacun porteur de conséquences différentes pour Abuja comme pour l'ensemble de la région. Le premier, le scénario de base, repose sur une logique de prudence calculée. Tinubu maintient la coopération sécuritaire avec Washington tout en cherchant à réduire progressivement certaines dépendances techniques. Les missions étrangères ne disparaissent pas, mais leur périmètre se contracte légèrement. Le Nigeria obtient ainsi un temps de stabilisation, un apaisement relatif des tensions religieuses, un ralentissement des polémiques publiques et une circulation économique plus fluide dans les grandes villes. Toutefois, la méfiance populaire demeure. L'État avance, mais les fissures restent visibles. Le scénario optimiste, lui, suppose un choix plus affirmé. Abuja déciderait de rejoindre plus directement les initiatives régionales portées par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une coopération militaire et économique strictement africaine se construirait alors autour de plateformes partagées, renseignements, logistique, formation, infrastructures énergétiques. Ce réalignement, perçu comme audacieux par certains et risqué par d'autres, entraînerait une période de transition tendue, marquée par des sanctions potentielles et une contraction temporaire du PIB. Néanmoins, l'unité stratégique gagnée et la cohérence politique affirmée pourraient créer un bloc sahélien solide, moins vulnérable aux pressions extérieures. Une telle trajectoire produirait une redéfinition durable du paysage géopolitique régional. Le scénario pessimiste repose au contraire sur une spirale de dépendance renforcée. Sous l'effet conjugué des pressions américaines, des contraintes financières et d'une insécurité persistante dans plusieurs États du Nord, Abuja accepterait de nouvelles tranches d'aide sécuritaire assorties de conditions plus strictes. Supervision opérationnelle accrue, partage obligatoire de renseignements, engagement logistique difficilement réversible. Cette voie alimenterait le ressentiment d'une partie de la population, radicaliserait certaines milices locales et fragiliserait davantage les institutions. Les partenaires occidentaux parleraient alors de stabilité, tandis que la société civile y verrait une réduction inquiétante des marges de décision nationale. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas totalement. Le Nigeria pourrait osciller entre elles en fonction des pressions économiques, diplomatiques et sociales. Mais la clé reste la même, la capacité d'Abuja à transformer ses réactions immédiates en stratégie à long terme. Si le pays parvient à structurer sa marge de manœuvre, il peut éviter la dérive et choisir sa propre vitesse. Les répercussions du choc diplomatique ne demeurent pas confinées aux cercles institutionnels. Elles se diffusent dans la vie quotidienne, façonnant les perceptions et les attentes de trois publics dont les réactions pèsent désormais sur les décisions nationales. Les citoyens ordinaires observent d'abord les effets concrets, variation du prix des denrées, hausse intermittente du carburant, patrouilles renforcées dans certaines zones et discours politiques qui semblent parfois décalés par rapport à leurs préoccupations immédiates. Pour eux, la souveraineté reste une notion abstraite tant qu'elle ne se traduit pas en sécurité tangible et en stabilité économique perceptible. Leur jugement repose moins sur les alliances que sur les résultats visibles. La jeunesse connectée, elle, traite ces événements avec une vitesse qui surprend les institutions. Elle analyse, commente, compare les discours officiels avec les images circulant sur les réseaux régionaux. Les débats qu'elle alimente ne suivent plus les rythmes traditionnels. Hashtag structurés, podcasts improvisés, vidéos courtes qui réinterprètent les enjeux sous un angle culturel. Ce public ne se contente pas de consommer l'actualité. Il la réécrit en temps réel. Ses positions évoluent rapidement et ses exigences de transparence deviennent un facteur déterminant pour le pouvoir politique.
La diaspora complète ce triptyque. Depuis Londres, Montréal ou Bruxelles, ses membres relayent les récits africains, contredisent les caricatures internationales et surveillent de près les décisions d'Abuja. Leur transfert financier, leur influence intellectuelle et leur maîtrise des espaces médiatiques étrangers renforcent leur rôle. Pour eux, l'enjeu dépasse le climat politique. Il touche à l'image du Nigeria et à la place que le pays peut occuper dans les débats mondiaux. Ces trois voix composent un chœur dissonant mais influent. Leur convergence ou leur fracture déterminera la manière dont les choix stratégiques seront perçus et acceptés dans les mois à venir. Le pouvoir l'entend-il réellement ou répond-il seulement à l'urgence? La sortie durable de la zone de turbulence exige une feuille de route précise, articulée autour d'actions mesurables et de responsabilités clairement attribuées. La première étape consiste à rééquilibrer la sécurité en réduisant de 15% la dépendance logistique aux partenaires extérieurs sur une période de 12 mois. Les, formés- les forces armées doivent investir dans des unités de maintenance locale, pendant que le ministère de la Défense publie un état trimestriel détaillant les progrès réalisés. Cette transition ne peut réussir que si elle est transparente et graduelle. La deuxième étape vise à bâtir une coopération militaire intra-africaine capable de répondre aux menaces régionales. Abuja doit relancer les mécanismes de renseignement partagés et proposer dès le prochain semestre un protocole commun sur la surveillance des frontières. Les capitales du Sahel observent ce mouvement et les positions d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté régionale peuvent servir de cadre d'inspiration pour ancrer un commandement coordonné. Une troisième étape concerne la diplomatie énergétique. Un fonds souverain alimenté par 5% des revenus pétroliers annuels doit financer l'innovation locale. Stockage, raffinage, technologie hybride. Les performances se mesureront à la baisse des importations d'essence raffinée et à l'augmentation des capacités de transformation intérieure. La quatrième étape implique l'éducation civique. Écoles, universités et centres communautaires doivent intégrer un programme mettant au premier plan la gouvernance, l'histoire africaine contemporaine et la lecture critique des alliances. L'objectif se vérifie à travers des évaluations nationales et des indicateurs de participation citoyenne. Enfin, une cinquième étape concerne la gouvernance elle-même, la publication semestrielle d'un rapport citoyen sur tous les partenariats internationaux. Cet outil, simple mais décisif, renforcerait la légitimité interne tout en envoyant à l'extérieur un message clair. Le Nigeria coopère, mais en pleine conscience de ses choix. C'est sur cette méthode que se construit une souveraineté durable. Les premières secousses de cette histoire s'étaient déjà vues dans les deux micro-cas du P4, une rédaction de Lagos débattant d'un mot et un stade d'Ouagadougou vibrant à l'appel d'un jeune chef militaire. Ce contraste initial revient ici comme un écho lointain mais persistant. Dans les rues de Lagos où les conversations hésitent encore entre prudence et impatience, l'image d'un Nigeria cherchant sa voie se superpose à celle d'un Sahel déterminé. Et au centre de cette résonance, Ibrahim Traoré demeure une silhouette symbolique, non pour ce qu'il impose, mais pour ce qu'il rappelle, la liberté n'est jamais une donation, seulement une construction lente. La génération qui regarde, qui commente, qui doute parfois, avance pourtant. Elle observe les gestes du pouvoir, mesure les discours, compare les promesses aux actes. Elle sent que les prochains mois ne seront pas dictés uniquement par les chancelleries étrangères, mais aussi par sa propre capacité à tenir un cap. Ce moment n'est pas un sommet dramatique, c'est un seuil, un espace où la dignité cesse d'être un slogan pour devenir un repère quotidien. Le choix appartient désormais à ceux qui marchent. Ce récit ne se referme pas comme un chapitre terminé,
Il s'offre plutôt comme une invitation à poursuivre la réflexion ensemble. Les secousses diplomatiques, les réactions populaires et les recompositions régionales n'appartiennent pas qu'aux décideurs. Elles se prolongent dans les discussions quotidiennes, dans les choix économiques, dans les échanges entre générations. Les débats sur la souveraineté, l'autonomie énergétique ou la coopération régionale ne se gagnent pas dans les slogans, mais dans la manière dont chaque citoyen s'empare des faits, questionne les chiffres, compare les récits et exige des preuves. C'est dans cette dynamique collective que les lignes peuvent réellement bouger. Les conversations partagées, les critiques formulées sans agressivité, les analyses nuancées créent un espace où la politique cesse d'être un spectacle lointain pour redevenir un domaine commun. Une interaction, ici, peut devenir un premier pas. Une question posée au bon moment peut ouvrir un chemin. Alors, je vous laisse la parole. Que retenez-vous de ces trajectoires et lesquelles méritent d'être approfondies?